connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Eh bien, tout d'abord, merci aux organisateurs qui m'ont invité à faire cette brève présentation. Il s'agit là d'un travail mené en commun avec Vincent Martinet et Luc Doyen, qui est un mathématicien. Donc, veuillez excuser le mathématicien que je suis d'intervenir dans un panel d'économistes. Donc, pendant longtemps, le critère stochastique, et je vais vous montrer que ce critère dans lequel il n'y a pas d'actualisation. Je vais vous montrer que l'on peut actualiser avec ce type de critères. Et je suis aveugle, certes, mais je vais terminer par un clin d'œil en parlant du cadrage et de la symétrie du risque. Donc, tout d'abord, je vais illustrer en partant du principe que j'ai deux biens, la consommation et l'environnement, C et E. Et tout ceci est extrait du rapport Stern. La difficulté quand vous établissez un critère, c'est celle de l'agrégation. Donc, il va falloir agréger entre biens dans le temps et en fonction du risque. Et je vais donc débattre de ces trois points et vous donner un critère pour cela qui n'est sans doute pas le critère d'utilité attendu. Donc, ce matin, nous avons tous vu ce modèle qui est l'utilité intertemporelle attendue actualisée. Donc, vous avez la somme dans le temps, c'est l'agrégation en fonction du temps. Vous avez l'utilité qui agrège sur deux biens, la consommation et l'environnement, et vous avez l'attente de l'agrégation par rapport au risque. Donc, vous avez là l'utilité intertemporelle actualisée dans un cadre déterministique et l'utilité attendue dans le processus de prise de décision statique dans un cadre de risque. Je ne connais pas l'axiome pour ce type de formule. Je connais les travaux de Koopmans, mais c'est la plus commune. Et pourquoi est-ce la plus commune? Eh bien, tout simplement parce qu'elle propose des thèmes constants comme la cohérence temporelle. Toute la journée, nous avons vu combien il était difficile d'actualiser dans le temps avec ce type de formule, et je suggère un autre type de critère qui est lié à ce que l'on appelle la gestion dans le rapport Stern. Et l'idée en matière de développement durable, c'est que les générations à venir ont le droit d'avoir quelque chose qui soit aussi bon que ce que nous avons, au minimum. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que les choses doivent être passées d'une génération à l'autre dans un état équivalent à celui dans lequel nous les recevons. Donc, je vais construire à partir de cette idée afin de vous proposer un critère. Donc, l'idée, c'est celle du passage. Je dois transmettre, c'est celui de la transmission. Je dois transmettre quelque chose de ma génération à la génération à venir. Et dans ce petit cadre, je vais amener la consommation au-dessus d'un seuil et l'environnement au-dessus d'un seuil. Dans ces changements, c'est sans doute un peu choquant pour les économistes que vous êtes, mais je ne vais pas parler d'utilité ni d'actualisation. Ensuite, j'y reviendrai. Et je vais également construire à partir de l'article de Weissman qui pense que le cœur de l'opposition entre Stern et ses critiques peut se situer au niveau de l'assurance catastrophe. Ici, vous avez le critère de transmission stochastique
Et vous avez la probabilité que ces indicateurs soient au-dessus des seuils à tout moment dans le temps. C'est ça l'inspiration. Je mesure la probabilité que quelque chose soit transmis d'une génération à une autre, et c'est ce que j'appelle l'assurance catastrophe. Pourquoi? Parce que je cherche à éviter, en fait, je veux être dans cette zone, c'est-à-dire que je veux que la consommation soit au-dessus d'un certain niveau. Et je veux éviter la catastrophe d'être de l'autre côté de la barrière de la consommation. Et ici, c'est le lissage de la consommation par rapport aux critères de l'utilité. Donc, ce que je veux, c'est expliquer pourquoi je choisis ce critère et quelles sont ses qualités en termes d'économie. Et je pense que sa qualité principale, c'est qu'il propose une cohérence dans le temps. Et notez bien que dans ce critère, je n'ai pas d'actualisation, donc je n'ai pas d'utilité. Donc je reviendrai là-dessus à la fin de ma présentation pour introduire des notions d'actualisation et pour introduire la notion d'arbitrage. Voici ce que je mesure. Ma mesure, et je reviendrai sur cette image plus tard. Excusez-moi, je l'ai perdu. Mais ici, voici les objectifs. Ici, mes objectifs écologiques et ici, mes objectifs économiques. Si je suis ici, ma probabilité de parvenir à ces objectifs est de plus ou moins 0. Si je suis ici, je ne suis pas très exigeant par rapport à mes objectifs et du coup, j'ai toutes les chances de les atteindre. Donc, mon critère stochastique mesure ma probabilité à transmettre d'une génération à l'autre un certain niveau d'objectif. Donc, maintenant, désolé, je suis mathématicien, donc je vais vous faire 5 minutes d'équation, puis ensuite, tout ira mieux. Ici, vous avez le système de contrôle. Vous savez qu'en France, nous avons Obélix qui adore boire de la potion magique, et ici, c'est la potion magique. Comment faire de la potion magique? Eh bien, vous mettez plein de choses dans la marmite. Ça, c'est mon système. J'ai du bois. Le bois, ce sont mes actions. Je fais un apport en action, en bois. L'état se modifie, c'est-à-dire que là, la température augmente, et j'ai deux résultats. Le premier résultat, c'est une soupe, ça c'est la consommation, et l'autre résultat, c'est la vapeur d'eau. Là, un contributeur très important au gaz à effet de serre. Donc, j'ai de la consommation, la soupe, et j'ai un produit écologique, la vapeur d'eau. Et comme je choisis le type, de bois et la quantité, et j'ai de l'incertitude parce que je ne connais pas la qualité de mon bois. Donc j'ai différentes règles. Peut-être que je peux mettre beaucoup de bois, ou je peux mettre du bois jusqu'à ce que j'atteigne une certaine température et j'arrête de mettre du bois. C'est la base du système de contrôle. Maintenant, on arrive aux mathématiques et c'est la partie la pire de ma présentation. Donc, j'ai mon système a un état. Ça peut être le capital, la concentration en CO2. J'ai des variables de décision, ça peut être le bois, les investissements, et j'ai une incertitude. Oméga, les incertitudes climatiques, par exemple. Ce sont les briques de mon environnement qui vont me permettre de décrire mon système. Et j'ai un système dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un système dynamique? Eh bien, un système dynamique, c'est une machine. Je l'alimente avec l'incertitude, la dynamique, etc. Et j'obtiens l'état suivant. Et ça, c'est le système. Donc, j'agis avec ces variables, puis j'ai l'inertie. C'est ce qui me permet de prévoir les choses une étape en avant. Donc, maintenant, il va falloir que je vous parle des bulles. Voici les bulles. C'est l'environnement. L'environnement, l'indicateur, est une fonction de mon état, de mon incertitude, etc. Donc, c'est très général. J'ai deux indicateurs, un indicateur de consommation et d'environnement. Donc, qu'est-ce que je recherche? Je recherche à maintenir ces indicateurs au-dessus d'un seuil. C'est ça, l'idée de la transmission. Je veux les maintenir au-dessus d'un niveau, de telle sorte qu'à tout moment, ma consommation soit supérieure à un certain seuil, et de telle sorte qu'à tout moment, l'indicateur environnement soit lui aussi supérieur à un seuil. Donc là, il n'y a pas d'utilité. Pourquoi? Parce que le temps est traité également. À tout moment, je veux
maintenir cela. Donc, c'est l'idée de ce que j'appelle la gestion qui permet une transmission. Maintenant, j'ai une agrégation temporelle, c'est-à-dire que quel que soit le temps, j'ai quelque chose. Maintenant, je fais un petit détour par un scénario. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario? C'est une séquence d'incertitudes. Ici, vous avez chaud, 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 froid, 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 et ce sont mes séquences d'incertitudes, en changement climatique, par exemple. Maintenant, je prends une règle de décision. Qu'est-ce que c'est qu'une règle de décision? C'est quelque chose qui me dit « Attention, Michel, il va falloir mettre du bois là parce que l'eau est en train de refroidir. » C'est une règle qui me définit ce que je dois faire. Et les économistes aiment les règles qui sont optimales. Donc, c'est le genre d'objet qu'ils manipulent. Une fois que j'ai un scénario, une règle de décision et une dynamique, cela me permet de générer un cheminement, un chemin d'état, par exemple la température interne de mon chaudron, et un cheminement de décision, à savoir les séquences de bois que je vais mettre pour alimenter le foyer. Et tout ceci est donné par la dynamique. Donc l'idée est la suivante. Vous avez avec un scénario, je génère des cheminements d'état et de décision. Et j'introduis la notion de scénario viable. Qu'est-ce qu'un scénario viable? Eh bien, c'est un scénario, donc une séquence d'incertitudes, le long duquel je vais générer des états et des décisions grâce à ma règle, et qui sont telles que tout au long de mon scénario, les indicateurs sont systématiquement au-dessus du seuil. Donc, tant qu'on a un scénario viable, tout va bien parce que cela me permet de transmettre mon indicateur d'une génération à l'autre à perpétuité, en tout cas du temps zéro au temps fini. Il me reste 10 minutes. Merci. Donc, si tous mes scénarios étaient viables, tout irait bien. Cela voudrait dire que je peux combattre n'importe quel autre scénario avec ma règle. Donc ça, c'est très très bien, mais il faut que je trouve la notion plus faible qui est d'avoir une probabilité sur un ensemble de scénarios. Et ça, c'est difficile parce que dans le problème du changement climatique, c'est là qu'est le débat. Quelle est la bonne probabilité? Donc, pour l'instant, je vais faire comme si nous connaissions de façon certaine cette probabilité. Encore une fois, ce sont des mathématiques, mais c'est la même définition. Ceci étant, au lieu de mesurer les choses directement, je vais mesurer la probabilité. La probabilité de voir certains aspects sont aussi bons, que sont passés dans un état au moins aussi bon que ceux hérités des générations antérieures. Donc, ce critère de transmission stochastique, c'est ce qui permet de voir comment on transmet d'une génération à l'autre. Et là, il n'y a pas d'actualisation. La probabilité de viabilité maximale, c'est ce que je peux faire de mieux, c'est de maximiser cette probabilité. Donc, c'est un autre critère. Ce n'est pas le critère d'utilité attendue, c'en est un autre. Donc, voici la probabilité de viabilité. Nous l'avons fait pour les pêcheries. L'arbitrage était entre la protection et les captures. Et nous avons mesuré ici ce genre de choses. Donc, je connais les économistes, ils aiment les arbitrages. Donc, je vais vous parler d'arbitrage ici. Ici, vous avez une vue en coupe de cette zone. Je coupe dans cette direction et voici les arbitrages. Ici, vous avez l'arbitrage entre l'objectif économique et l'objectif écologique. Et vous voyez que vous avez une zone convexe. Donc, voici mes arbitrages. Mais où sont mes arbitrages? Ils sont au-dessus du seuil. Donc, je parle bien de seuil et ici, cela me dit que je peux atteindre mes objectifs avec une probabilité de 90%. Maintenant, pour parler de queue, j'ai le contrôle des queues. Je contrôle la queue, il y a moins de 10% d'événements néfastes. C'est le maximum que je puisse faire. Si je voulais contrôler plus étroitement, il faudrait que je sois plus haut. Donc, je vais être très rapide ici, mais
cette transmission stochastique simplifie l'équation. Je ne vais pas vous le prouver. Et cela satisfait l'équation de programmation dynamique parce que nous avons cette formule qui est totalement cohérente dans le temps. Je voudrais maintenant vous parler de ce que j'appelle la cohérence temporelle pour un ingénieur. Aujourd'hui, je formule un problème d'optimisation. J'ai mon critère qui me définit des règles. Cette règle me dit ce que je dois faire aujourd'hui dans un état X et ce que je devrais faire demain. Demain arrive, je vais formuler un autre problème d'optimisation qui va me donner tout un ensemble de règles nouveaux. Et maintenant, je suis à T0 plus 1. Qu'est-ce que la cohérence dynamique? Eh bien, ma règle d'aujourd'hui pour demain doit être la même que ma règle de demain pour demain. Et ce que je revendique, c'est que ce critère stochastique de transmission satisfait cela. Merci, il me reste 5 minutes. Donc, je voulais conclure ma présentation par 3 brèves remarques. Tout d'abord, il est également possible d'actualiser avec ce critère. Comment actualiser? Eh bien, la seule valeur sur laquelle les économistes s'accordent, c'est que nous actualisons parce que peut-être que je serai mort demain. Donc, c'est quelque chose que l'on peut utiliser. Et c'est quelque chose que l'on peut utiliser en économie. C'est là la formule d'actualisation classique et voici la même sans actualisation. Il n'y a pas d'actualisation, mais la formule est la même. Pourquoi? Parce que mon horizon est aléatoire. Donc, à partir du moment où mon horizon est aléatoire et que je ne sais pas combien de temps je vais continuer à vivre, la formule est la même. Elle doit suivre une distribution géométrique et doit être indépendante de la tendance de consommation. Donc, peut-être que nos vies vont être courtes parce que nous faisons trop de bêtises avec le CO2 aujourd'hui. Donc, nous devons penser corrélation entre notre horizon et notre cheminement de consommation. Mais dans une certaine mesure, je peux faire la même chose avec ma formule. Je vais calculer une probabilité et je vais autoriser mon horizon à être aléatoire. Donc, ça me permet d'actualiser sur ce critère également. Donc, je peux actualiser. Mais c'est vrai que je n'ai pas le concept d'utilité. En revanche, je peux introduire l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, ici, vous avez la sensibilité climatique par rapport à la probabilité de densité. Donc, je ne sais pas quelle est la véritable loi de probabilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que Christian Guillier, je vais calculer ma probabilité de variabilité, ma probabilité d'atteindre certains objectifs, et je suis plutôt pessimiste par rapport aux probabilités. Et ça, c'est la version ambiguë. Eh bien, il se produit que cela me donne une consistance temporelle également. Donc, si je suis économiste, ce que je ne suis pas, je suis mathématicien, on passe avec succès le test de la cohérence temporelle. Non, tout va bien pour le temps. Il me reste 2 minutes, donc je vais passer à mes dernières diapositives. Quelle est l'idée d'une assurance par rapport à l'idée de lissage? Eh bien, l'idée, c'est que nous n'aimons pas perdre. Nous sommes très sensibles à la perte de quoi que ce soit. Donc, nous voulons optimiser les probabilités d'avoir quelque chose. Et ce que je trouve très intéressant dans le rapport Stern, c'est qu'il dit ceci. Le rapport Stern dit que si nous n'agissons pas, il y a des coûts. Le coût de perdre quelque chose, et j'aime beaucoup cette dernière diapo, c'était une étude qui cherchait à convaincre les femmes de faire une autopalpation des seins. Et le premier message était celui-ci. Vous pouvez perdre de nombreuses années de santé si vous ne passez pas quelques minutes à faire de l'autopalpation. Donc là, c'est un cadrage négatif qui est bien supérieur à celui-ci. Vous pouvez gagner des années de vie en bonne santé en passant
quelques minutes chaque mois sur une autopalpation des seins. Donc, vous avez 2 messages. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui est plus convaincant que l'autre. Parce que 4 mois plus tard, vous aviez plus de femmes qui pratiquaient l'autopalpation des seins. Donc, pour moi, c'est simplement révélateur. Cela montre que l'être humain ne veut pas perdre. Et ce critère que je propose met l'accent là-dessus. Je veux minimiser la probabilité pour moi de me retrouver dans la zone inconfortable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, messieurs Stern et Genryd, de m'avoir invité pour être avec vous aujourd'hui. Il s'agit d'un travail conjoint mené avec 2 autres collègues, le professeur Ngo Van Lang, un économiste canadien, et Mabel Tidball, un collègue de Montpellier. Cet exposé va être lié à certains éléments que nous avons déjà entendus auparavant. Et pour répondre aux questions de l'article, je dois dire que la société doit prendre des décisions aujourd'hui, doit prendre des décisions demain, après-demain, etc., etc. Mais ce que nous aimerions pouvoir faire dans ce contexte, qu'il s'agisse de changements climatiques, de dette ou quoi que ce soit d'autre, il s'agit de prendre des décisions à la fois efficaces et justes en termes d'équité. En d'autres termes, nous voulons organiser la vie, les choses, de façon à ce que le gâteau soit le plus gros possible et que le partage du gâteau soit le plus équitable et le plus juste possible. Il y a beaucoup d'articles dans le domaine économique portent sur cette question et on peut la résumer de la façon suivante. On imagine un critère. On a beaucoup parlé des critères utilitaristes ce matin et ces critères auront des propriétés intéressantes, espérons-le. Et à partir de ce critère, nous envisageons différentes possibilités de décision pour demain, pour aujourd'hui, pour après-demain, etc. Mais il n'y a pas qu'un seul critère. Michel Delara vient d'en présenter un il y a quelques instants, mais on peut aussi explorer la littérature et voir que les critères sont pléthores. Alors, on ne peut éviter ce critère utilitariste actualisé dont le fondement axiomatique a été suggéré par Koopmans dans les années 60-70. Et puis, il y a la question du choix du critère d'actualisation. Lequel devrait-il être? L'hypothèse est qu'il serait de 0, mais cela soulève un certain nombre de problèmes dont je parlerai dans quelques instants. Mais quel que soit le taux d'actualisation, aussi bas soit-il, le point de vue de certaines générations, c'est que c'est la dictature du présent. Dans ce cadre, bien entendu, on peut alors aborder différentes variations avec des taux d'actualisation en baisse, le rôle de l'incertitude, des contraintes écologiques, etc. Autre critère envisageable, il s'agit du niveau d'utilité stationnaire et de l'optimiser. C'est ce que l'on appelle la règle d'or. La règle d'or verte, qui avait été appelée ainsi dans la littérature environnementaliste, c'est ce que certains appellent la dictature de l'avenir parce que l'on ignore la transition, la période de transition qui conduit à la stabilité. Ensuite, vous avez le critère maximine que l'on appelle le critère rawlsien. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il faut l'appeler le critère maximine parce que Rawls a rejeté ce critère comme
le reflet de son point de vue sur l'égalité entre les générations. Parce que si l'on essaye de maximiser l'utilité des générations les plus pauvres, si l'on applique ce type de critères, la croissance est bloquée, en fait. Le dernier critère, je ne les ai pas exposés dans l'ordre chronologique ici, mais bien dans l'ordre dans lequel je vais les aborder. C'est un critère que l'on a si l'on a un taux d'actualisation à 0 qui a été proposé il y a de nombreuses années par Ramsey. Il a des propriétés d'équité intéressantes parce que toutes les générations sont traitées de la même façon, mais il a un inconvénient majeur, c'est que l'ordre du parcours que l'on peut avoir par ce critère n'est pas complètement défini. Il y a différentes voies, différents parcours que l'on ne peut classer à partir de ce critère parce que certaines voies, certains parcours considèrent ce critère comme une valeur infinie. Comment choisir une voie où ce critère a une voie d'infinité? On pourrait entrer dans les facteurs mathématiques ici, mais je vais essayer de résister à cette tentation. Il y a une réponse qui a été apportée à ce problème d'ordre incomplet. Vous savez que mathématiquement, il est possible de partir d'un ordre partiel et de le compléter. Si l'on suit cette voie, nous obtenons des critères implicites. Donc, en quelque sorte, c'est un résultat mathématique. L'ordonnancement, l'ordre existe, mais vous n'avez pas de critères que vous pouvez maximiser. Mais en fait, il n'existe pas de critères explicites qui satisfassent à la fois l'efficacité et l'équité. De ce postulat, nous pouvons suivre différentes voies. Soit on prend le critère d'efficacité ou on se base sur celui de l'équité. Si on travaille sur l'équité, on peut avoir le critère de Shishelinsky qui est un mélange de la règle d'or et de l'utilitaire. Et ensuite, vous avez la deuxième voie que je vais aborder aujourd'hui qui associe le maximine et le critère de discontinuité. Ces deux derniers critères évitent les dictatures du présent et de l'avenir. Et ici, nous essayons d'avoir des résultats mathématiques pour ceux qui s'intéressent à l'utilisation de ce critère, donc le critère MBR. Nous caractérisons aussi dans un cadre original les propriétés dynamiques sur une voie optimale de ce critère MBR. Et enfin, nous comparons les différents parcours, les différentes voies qui sont définies selon différents critères. Donc, voici une voie d'étude de ce critère MBR. On a une ressource X. C'était dans la consommation par la génération T. Cette consommation donne à la génération T un certain niveau de vie. Appelons ça l'utilité, si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Et pour toute voie admissible, le critère MBR va associer la valeur suivante. En expression numéro 2, vous avez cette association complexe entre le maximine et le critère de discontinuité maximine. Ceci est un peu technique. Je ne vais pas m'y attarder par souci du temps à respecter. Je tiens simplement à dire que les mathématiques requises pour la maximisation de ces critères n'étaient pas disponibles. Donc, il nous a fallu ajouter une qualification aux outils de façon à pouvoir les utiliser. Bien entendu, ceux d'entre vous qui connaissent les techniques d'optimisation,
aimerait savoir comment nous maximisons, comment nous résolvons ce problème. Le réflexe serait d'écrire Lagrangian, c'est-à-dire de terme l'objectif de maximiser plus le prix fois la contrainte. Mais on ne peut pas le faire aussi simplement. Le Lagrangian doit être construit d'une telle façon qu'il donne des résultats. Donc, lorsque l'on construit l'équation dans Lagrangian, dans l'objectif ici, on oublie le premier point de la combinaison complexe. Voici l'objectif. Et lorsque l'on utilise un Lagrangian, on ne peut pas l'écrire complètement. Il faut garder le deuxième terme. Et ensuite, la fonction lagrangienne se poursuit. Ensuite, vous avez les conditions nécessaires. Je ne vais pas m'y attarder non plus. Donc, voici notre première contribution ici. Mais l'information de base à utiliser, une fois encore, c'est le Lagrangian qui est ici. Nous avons également un résultat qui nous donne des indications sur la voie optimale selon ce critère. Le résultat est que cette voie serait monotone, c'est-à-dire que les flux de consommation et de stock vont soit augmenter, soit diminuer dans le temps. En d'autres termes, les générations les plus pauvres, ce seront soit les premières ou les dernières. On peut ensuite étudier les implications par un exemple simple. Nous avons une fonction pour la transition et nous gardons notre fonction d'utilité. Dans ce contexte, si l'on décide d'opter pour le critère de Zielinski, il n'y a pas de solution. Je pourrais vous expliquer, mais ce serait trop long. La règle d'or est donnée pour cette équation tout d'abord pour le stock, puis pour la consommation. Si l'on utilise le critère utilitaris actualisé, on a une voie qui converge vers cette valeur pour le stock qui est inférieure à la règle d'or verte ou écologique. Et si vous commencez, l'économie commence avec un niveau initial inférieur à la règle d'or modifiée, la consommation sera zéro jusqu'à ce que l'état stable soit atteint. Maintenant, si l'on applique le maximine et que l'on commence avec un point de départ supérieur à la règle d'or, l'économie va arriver. Excusez-moi, on aura une consommation constante qui ramène les stocks au niveau de la règle d'or. Si l'on est en deçà de la règle d'or, eh bien la solution consiste à porter le stock à ce niveau avec ce niveau-ci de consommation. Donc, on doit se retrouver avec ce type de situation. Maintenant, pour le critère MBR, c'est un petit peu plus compliqué. Cela dépend si le point de départ de l'économie est riche ou pauvre. Si l'économie est riche au départ, il y a deux possibilités. Non, je ne vais pas m'attarder à celle-ci. C'est pas tellement intéressant. Je vais plutôt commencer par un point de départ où l'économie est pauvre, c'est-à-dire inférieure à la règle d'or modifiée. Eh bien, la voie optimale repose sur deux éléments. Tout d'abord, un décollage pour atteindre la règle d'or dans un temps fini. Au cours de ce décollage, la consommation n'est pas à zéro, contrairement à la consommation dans la voie du critère utilitariste de consommation. Alors, si l'on compare la règle d'or avec le MBR, la règle d'or
ne se porte pas sur la génération la moins avantagée. C'est une règle qui ignore la transition. Si l'on se focalise sur les générations les plus pauvres, eh bien, la règle d'or ne marchera pas. Si l'on compare le critère utilitariste de continu avec le critère MBR, comme je l'ai dit auparavant, au cours de la phase de décollage, la consommation n'est pas à zéro avec le critère MBR. En d'autres termes, ce gâteau intertemporel est redistribué avec ce critère depuis les générations distantes finies vers les générations plus pauvres. Mais la distance est assez importante. Enfin, si l'on compare le critère Maximin au critère MBR, comme je l'ai dit auparavant, avec le Maximin, si on démarre à un niveau pauvre, on reste pauvre tout le temps, ce qui n'est pas le cas avec le critère MBR, puisque vous avez une phase de décollage. Conclusion, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Si l'on revient à Rawls, il y a des différences entre son point de vue de l'équité et ce que je vous ai présenté ici pour différentes raisons, parce que Rawls ne s'en est pas uniquement tenu à la doctrine utilitariste, parce qu'il ne se centre pas forcément sur l'approche conséquentialiste, mais il y a un point commun entre son point de vue de l'équité et la tendance que l'on a vue avec le critère MBR. Il s'agit de ces deux phases de développement de l'économie. On commence jusqu'à ce qu'il y ait un seuil. Et maintenant, il faudra que j'avance une conjecture, parce qu'ici, on est là aussi pour parler de taux d'intérêt. L'hypothèse, c'est qu'il existe des taux d'intérêt qui vont dépendre de l'état du système et qui pourraient s'appliquer pour construire le critère utilitariste actualisé. Eh bien, on pourrait avoir la même courbe de développement. C'est ce que nous imaginons. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Henri. This talk is about the issues of uncertainty. Je vais vous parler de l'incertitude et de l'irréversibilité des processus écologiques et de l'impact sur le processus de prise de décision. Ce travail a été mené en commun avec Alain Lyon-Lecama et Aude Pomeray. Ce travail a été motivé par les preuves de plus en plus importantes du fait que les dégâts à l'environnement peuvent être irréversibles. Ce caractère irréversible réfère aux observations suivantes. Nombre d'écosystèmes possèdent plus d'un seul équilibre stable. Et lorsqu'ils sont soumis à des perturbations importantes, notamment une pollution ou de l'extraction, ils peuvent ne pas parvenir à revenir à leur état naturel et atteignent un équilibre pollué. Cette observation met l'accent sur deux caractéristiques importantes des écosystèmes. Tout d'abord, leur capacité de régénération est limitée et peut évoluer en réponse au niveau de pollution auquel ils sont exposés. Deuxièmement, et sans doute plus important, dès que la pollution atteint ou dépasse certains niveaux critiques, la régénération de l'environnement peut stopper. Ce phénomène est impliqué dans de nombreux problèmes de pollution, comme par exemple les problèmes de polluants locaux, les problèmes d'eutrophisation des lacs, qui sont la conséquence de l'utilisation d'engrais. Vous avez d'autres exemples d'irréversibilité, sont l'acidification des sols, la perte de biodiversité à cause de la surexploitation des sols. De plus, nous avons de plus en plus d'éléments qui nous démontrent que les dommages
à l'environnement, tout comme le changement climatique, peuvent avoir des conséquences irréversibles. Et parmi ces conséquences, l'une est en lien avec le rôle des océans et des écosystèmes terrestres pour absorber et piéger le carbone. En termes génériques, la pollution menace les écosystèmes et la capacité des écosystèmes à stocker le carbone. Et d'après le GIEC, ces réservoirs naturels de carbone vont se transformer de pièges à carbone pour devenir des sources d'émissions de carbone à l'avenir. Pour ce qui est des écosystèmes terrestres, cette transformation peut même se produire au cours du siècle que nous vivons. Notre deuxième sujet dans ce travail concernait l'incertitude qui entoure les processus de l'environnement. Il est très clair de la manière dont nous comprenons la complexité des écosystèmes que cette complexité croît rapidement, mais que nous continuons à manquer de connaissances sur les processus et sur tout ce qui concerne l'irréversibilité. Pour ce qui est du changement climatique, si nos écosystèmes perdent leur capacité à absorber le carbone, nous ne savons pas quelles seront les concentrations de gaz à effet de serre qui seront associées à ce phénomène irréversible. Donc, il nous semble que ces problématiques d'irréversibilité et d'incertitude sont des problématiques importantes et tout à fait importantes pour l'analyse économique des interactions entre les activités humaines et la nature. La manière dont nous choisissons d'adresser et de traiter ces problèmes est dans l'esprit des travaux qui ont été faits sur les événements catastrophiques en lien avec la gestion des ressources. Il faut considérer qu'il existe un niveau critique d'environnement au-dessous duquel les dommages deviennent irréversibles. C'est ce qu'on appelle le seuil d'irréversibilité. Le point clé étant que les politiques n'ont aucune connaissance de ce qu'est ce niveau de seuil. Donc, la loi de régénération naturelle est considérée comme un processus aléatoire. Pour résumer, nous cherchons à développer un cadre simple qui nous permette d'englober trois caractéristiques. Tout d'abord, les dommages à l'environnement sont liés aux activités de l'homme. Ensuite, la régénération naturelle est sensible aux perturbations créées par les activités économiques. Et troisièmement, le seuil est une variable aléatoire qui est décrite par une fonction de distribution de probabilité. Dans ce cadre, la question que nous posons est quelle est la politique optimale d'émission au vu du risque d'irréversibilité. Nous avons également étudié si la politique optimale permettait d'empêcher la dégradation irréversible de l'environnement. Notre conclusion principale est que si l'on tient compte du risque de l'irréversibilité et que si nous allons prendre des décisions plus conservatrices. Mais cela peut amener parce que si nous ne prenons pas ces décisions, nous pouvons nous diriger vers un monde irréversible à long terme. Je vais maintenant vous proposer le cadre de base, ensuite étudier l'impact de l'incertitude et de l'irréversibilité sur les décisions, et enfin, je conclurai cette présentation sur une discussion quant aux implications politiques de nos résultats. Quel est le cadre? Le cadre qui soutient cette analyse est un modèle de contrôle optimal simple avec deux biens, la consommation C et la qualité environnementale Q. La qualité environnementale peut être interprétée comme étant la qualité des sols, la qualité des eaux. Elle peut être vue comme un indice de la biodiversité ou peut être mise en lien à la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. La qualité environnementale apporte des services à l'économie. C'est la raison pour laquelle nous définissons des références par rapport à deux biens. Phi
c'est le poids, la pondération des qualités environnementales. Donc cela correspond à des soucis environnementaux. Nous avons la concavité de la fonction par rapport aux deux arguments qui imposent des restrictions sur le domaine de variation du coefficient efficace du coefficient d'aversion au risque. La partie importante dans notre analyse étudie les processus de régénération naturelle. Dans notre modèle, les dommages ou les émissions sont proportionnels à la consommation. La consommation affecte l'évolution de la qualité de l'environnement. À tout moment, la dynamique de la qualité environnementale est donnée par l'équation différentielle suivante qui dépend de l'état du système. Pour être plus précis, le taux de régénération naturelle gamma est constant et positif tant que la qualité demeure au-dessus du seuil d'irréversibilité, à savoir Q bar. Mais une fois que ce seuil est atteint, il se produit un nouvel état dans lequel la capacité de régénération est complètement dépassée, et ce de manière permanente, ce qui veut dire que les dommages deviennent irréversibles. Par ailleurs, les processus écologiques sont également tenus pour incertains. L'incertitude provient de notre ignorance des niveaux critiques auxquels se produit cette irréversibilité. L'information disponible pour les politiques concernant ces seuils se résume par une fonction de distribution de probabilité et nous n'imposons aucune restriction particulière sur ces distributions. La seule hypothèse faite, c'est sur le lambda, qui est le taux de danger, c'est-à-dire la probabilité d'atteindre le seuil à une date à condition que ce seuil n'ait pas été atteint à la date t. Et nous supposons que ce taux ne baisse pas en qualité. En d'autres termes, plus la qualité est élevée aujourd'hui, moins la probabilité de faire face à l'irréversibilité dans un avenir proche est grande. Donc, à cause de l'irréversibilité, la fonction de planification se définit en termes d'attente. Rho est le taux pur de préférence. Vous avez les attentes sur taux qui donnent la date à laquelle le seuil est atteint. Ces variables est également une variable aléatoire. Et dans la mesure où nous cherchons à évaluer l'impact de l'irréversibilité et de l'incertitude sur les décisions, nous avons choisi de nous concentrer sur les conditions les moins favorables pour la protection de l'environnement. Ces conditions font référence au cas dans lequel les agents sont impatients, où les soucis liés à l'environnement sont faibles et où la nature se régénère à un rythme très lent. Dans ce cas, on sait que si l'on ignore l'irréversibilité, la politique optimale s'accompagne d'une dégradation continue et irréversible de l'environnement. Nous allons maintenant étudier les propriétés de la politique optimale. Pour traiter de cette problématique, on mène une analyse en deux étapes. Tout d'abord, on suppose qu'à la date taux, le seuil a été atteint et nous évaluons le problème d'optimiser les utilités à partir de taux. Pour ce problème, il n'y a plus d'incertitude puisque les politiques savent que la situation a changé de manière irréversible. Et la politique optimale consiste à suivre une voie où la consommation et la qualité environnementale baissent de façon constante et convergent de manière
On a donc la valeur maximum associée à une telle politique, et c'est la deuxième étape de notre analyse, où nous examinons la consommation intertemporelle et les problématiques d'émissions avant que ne se produise l'irréversibilité. Maintenant, l'incertitude joue un rôle. Elle devient apparente lorsque l'on regarde le terme qui est entre les crochets. Vous avez deux composantes. Tout d'abord, la première composante, c'est le niveau d'utilité obtenu à partir de la consommation tant que la qualité est au-dessus du seuil d'irréversibilité. C'est là la probabilité, kappa F sur Q. Ensuite, la valeur WQ du problème qui commence à la date à laquelle les dommages deviennent irréversibles. Et tout ceci est pondéré par la probabilité d'atteindre le seuil et de passer à une situation irréversible. Donc, l'analyse d'équilibre donne le premier enseignement qui permet de voir l'impact de l'irréversibilité et de l'incertitude. Et nous pouvons identifier les conditions nécessaires à l'existence d'un état unique d'équilibre. Et pour toute une palette de distribution, il semble que cette condition soit également suffisante et l'état stable qui est noté C étoile, Q étoile, est le point d'équilibre. Nous pouvons ensuite voir ce que cela veut dire au niveau économique, et cela dit que l'agent doit prendre suffisamment soin de l'avenir et suffisamment soin de l'environnement pour que l'économie parvienne à un état d'équilibre à long terme. Deuxième interprétation, qui est liée à l'aversion au risque, dans la mesure où l'existence de cet état stable nécessite que le niveau d'aversion au risque relatif soit suffisamment élevé. This result means. Donc, que veut dire tout cela? Eh bien, cela met l'accent sur le fait que si les politiques tiennent compte de l'irréversibilité, la voie de développement fait ressortir des caractéristiques très distantes. Par exemple, si l'on ignore l'irréversibilité, la voie suivie par l'économie s'accompagne de l'effondrement de l'environnement. Il semble que cela ne soit plus le cas une fois que le risque est pris en considération. Néanmoins, nous devons toujours savoir si la politique optimale protège l'économie contre la dégradation irréversible de l'environnement. Nous pouvons démontrer qu'en prenant compte du risque d'irréversibilité et en utilisant et en ayant recours à des décisions plus conservatrices, des décisions qui sont plus protectrices que dans les cas où nous ignorons ce facteur d'irréversibilité, mais cela n'assure pas que la politique promeuve la protection de l'environnement. En réalité, en fonction de la localisation du niveau du seuil d'irréversibilité par rapport à Q étoile, la politique optimale peut être réversible ou ne pas l'être. Dans le cas où le seuil est bas et bien au-dessous de la valeur Q étoile à long terme, l'environnement peut rester dans un état stable à long terme. Cette situation est décrite par les chiffres qui sont ici. On commence par un niveau de qualité au-dessus de la valeur à long terme Q étoile et on voit que la politique optimale va suivre la voie 1 qui amène l'économie à un état stable. Ici, vous avez le scénario optimiste. Dans la mesure où, dans la situation opposée, lorsque le seuil inconnu est supérieur à la valeur inconnue Q étoile, dans ce cas,
on a une dégradation irréversible de l'environnement qui est tout à fait inévitable. Le deuxième schéma illustre ce qui se passe dans ce cas. La politique optimale consiste à suivre la voie donnée par la solution de la maximisation avant l'irréversibilité, mais ce uniquement avant que ne soit atteint le seuil d'irréversibilité. À ce rythme, on voit se produire le basculement et la politique optimale à partir de ce point-là consiste à suivre la voie numéro 4 qui s'accompagne d'un épuisement asymptotique de la qualité de l'environnement. J'arrive à ma conclusion. Pour conclure cette présentation, notre analyse révèle que le risque d'irréversibilité induit une relation plus précautionneuse vis-à-vis de l'environnement. Il peut être suffisant, et ce peut être suffisant pour éviter les situations irréversibles. Néanmoins, nous ne pouvons exclure des situations dans lesquelles l'économie va finir par suivre une voie irréversible. Et en réalité, à cause du manque d'information, les décisions adoptées par les politiques peuvent avoir pour effet d'entraîner le monde vers l'irréversibilité à long terme. Il me semble que cette conclusion encourage à mieux connaître les processus écologiques, bien entendu, et dans le cas d'intérêt, des progrès scientifiques pourront aider à résoudre les problématiques d'incertitude qui entourent cette notion de seuil. Je vous remercie pour votre attention. Je vais essayer pour ma part d'exposer mon point de vue sur ces questions et aborder cette question d'incertitude qui a été évoquée à plusieurs reprises ce matin. Et je voudrais le remplacer par le terme controverse puisque il y a un désaccord sur les problèmes, sur l'éthique, sur l'identification des décisions. Nous savons que l'autorité scientifique peut être utilisée de façon stratégique, donc il faut quand même agir. Alors, pour revenir au premier débat, cela remonte notamment à Mann et Richards en 92, agir et puis apprendre plutôt contre apprendre et ensuite agir. Et puis, il y a eu la question de l'inertie de stock appeal. On a dit que ce serait trop coûteux d'intervenir. Et puis, nous avons répondu que tout le débat a été publié dans Nature. On a essayé de leur retourner leur argument en parlant de l'acquisition d'informations et de l'objectif quantitatif et au GIEC, finalement, en 90, donc cela remonte à 97, et il s'agissait dans le GIEC d'équilibrer les risques économiques et l'ensemble de ces débats reposait sur l'incertitude en termes d'objectifs. 550, 450, 650 ppm. Et dans ce cadre, la préférence de temps pur est moins importante que l'inertie et que la date de résolution de l'incertitude. Et nous avons fixé cet objectif, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Vous avez ici l'objectif, soit on a un objectif de 550 ou une probabilité pondérée de 650, 550 et de 450. Le point clé est ici, marqué par la flèche 2020, c'est-à-dire que on agit trop vite et qu'on a des
mauvaise nouvelle et qu'il faut rebasculer sur un objectif de 450 ppm, il faut accélérer les mesures et cela revient très cher. Et si l'on tient compte de l'inertie dans le basculement de votre objectif, on change la nature de la solution. Mais ceci est faux. Mais si l'on monétise les dégâts, ceci figure aussi dans le rapport du GIEC. On en a parlé un petit peu ce matin. La stratégie suit un peu le parcours initial imaginé parce qu'on est obligé d'agir parce que vous avez le paradoxe de l'image hockeystick, donc la crosse de hockey. Il n'y a pas de singularité dans la fonction. Il y a eu un débat selon lequel la forme de la fonction dégâts est plus importante que le niveau de dégâts ultime. Un certain nombre de nos collègues y ont travaillé et nous avons répondu en disant oui, mais ce constat est aussi conditionné. Et vous n'avez pas besoin d'agir pour imaginer des événements catastrophiques. En fait, tout était une question de physique. Vous avez deux systèmes, le système humain, entre autres, et dont les caractéristiques sont différentes des systèmes non humains. Vous pouvez avoir des frictions entre les systèmes avec des phases et des déséquilibres. Il est très difficile d'imaginer que l'on peut fonctionner sans incertitude parce qu'il faut aussi tenir compte des erreurs que l'on peut éventuellement commettre. Et puis, depuis 5-6 ans, un grand nombre d'arguments ont été faits avancés par les universitaires, dont certains d'entre eux sont présents ici, où ils ont un cadre de décision unique avec 4 arguments principaux, avec les queues épaisses, quant à savoir s'il devrait y avoir plusieurs produits ou biens ou pas, et l'environnement en tant que bien supérieur d'après Gunnery. Dans un monde de controverses, c'est une question très importante, mais dans un monde de controverses, lorsque tout le monde n'est pas toujours d'accord au même moment sur la nature des dangers et sur l'éthique, il y a un maillon manquant. Donc, je vais essayer de vous montrer comment nous pouvons essayer d'associer ces tendances. La métaphore, c'est que vous avez des parties prenantes qui sont disposées à payer un prix compte tenu de leur croyances, de leurs priorités, de leurs choix éthiques, et puis on a fixé la valeur du carbone en 2030, puisque le GIEC a couvert l'ensemble de la littérature, en -5 jusqu'à 400 $. Et vous prenez la décision selon laquelle chacun a ses priorités. On considère aussi également l'incertitude sera un problème résolu à un moment donné. Et il faut trouver un premier compromis pilote. Il y a un désaccord sur le fond, mais on est d'accord pour essayer d'agir malgré tout. Alors, quelles sont les croyances, les priorités et les valeurs éthiques, les normes éthiques? Il y a au moins 7 paramètres qui vont façonner votre jugement. Le rapport entre le PIB et les émissions de carbone, vous êtes optimiste ou pessimiste sur les coûts de réduction, vous avez des hypothèses sur les paramètres climatiques, et puis il y a le paramètre éthique. Et à partir de cela, on essaye de construire
un modèle Basel selon la voie lancée par DICE. Vous avez ce qui a été fait avec notre laboratoire à Paris sur le cycle modèle et sur le cycle de température. Et il y a deux différenciateurs essentiels. L'un est la fonction dégâts. Contient une discontinuité dans la deuxième dérivée des seuils et le coût. Et la fonction de coût de réduction dépend du niveau et de l'accélération de la réduction, ce qui cristallise de la vitesse de réduction. J'espère que ce pointeur va marcher. Donc, je vais m'arrêter là quelques instants pour vous expliquer cette dia. Il y a un processus en deux étapes, avant et après la résolution de l'incertitude. Si l'on commence par le deuxième membre, lorsque vous avez l'information, vous supposez que vous réagissez correctement et vous maximisez l'utilité. Mais de toute évidence, il y a la probabilité, deux probabilités sur les seuils de température et la fonction de dégâts. Soit on est pessimiste, soit optimiste pour les D. Et vous devez décider à ce stade ce que sera la bonne trajectoire pour minimiser les changements de votre trajectoire si vous recevez des mauvaises ou des bonnes nouvelles. C'est exactement ce que j'ai montré par ce graphique. Vous avez différentes voies envisageables alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'une seule. Autre différence majeure, nous avons ici cette courbe des dégâts avec des seuils et les liens entre la perte de PIB et de modification de température va dépendre de votre point de vue pessimiste ou optimiste sur la sensibilité climatique. Et c'est très important parce que cela montre nos intuitions. Si vous êtes optimiste en termes au sujet de la sensibilité, votre seuil arrive très tard et il y a une actualisation. Si vous êtes plus pessimiste, alors le danger est plus proche dans le temps. Ainsi, par exemple, si vous programmez des investissements de 20, 30 ou 40 ans, il faut en tenir compte. Cela signifie que le modèle va dépendre des seuils de température et de la sensibilité climatique. Si elle est élevée, le seuil a lieu plus tôt et le facteur d'actualisation agit moins. Et pour continuer à évoquer certains points, un article de Weissman évoquait certains points pour lesquels il était difficile de trouver des solutions. Et le prix, il y a le prix fantôme au fil de la voie d'émission. Je m'excuse, mais cette équation lie le prix du carbone fantôme au prix du cycle du carbone avec le cycle atmosphérique et les puits biologiques, et puis l'effet marginal de la concentration sur les températures. Et cet oméga, ici, c'est la valeur sociale du changement de température. Ici, une fois encore, vous avez la voie optimale qui est contrainte par votre équation sur le cycle de température, et ici, le dégât marginal. Simplement pour vous dire que l'on peut interpréter, mais pas en 30 secondes, on peut interpréter ce qui peut se passer ici et comprendre comment le modèle
peut changer si l'un de ces paramètres est modifié. Du côté coût, c'est plus facile. Tout repose ici sur l'inertie avec une équation où vous multipliez le coût en cas d'accélération. C'est une fonction au carré, plus ou moins. Ensuite, notre solution analytique n'est pas forcément satisfaisante, mais nous connaissons les conditions d'optimalité de premier ordre et nous pouvons comprendre pourquoi. Nous pouvons comprendre les résultats d'analyse de sensibilité et de vérifier l'ampleur des événements qui sont en jeu, s'ils sont dangereux ou pas. Tout dépend de votre modèle économique, bien entendu, aussi. Nous avons rédigé un grand nombre de scénarios à partir d'hypothèses, à partir des croissances, des tendances de décarbonation, des coûts de réduction du carbone, de la sensibilité climatique et de la préférence temps pur. Ainsi, par exemple, par ce graphique, nous pouvons dire que on compare la dérivée d'une augmentation ou d'une réduction du taux d'actualisation par rapport à une augmentation ou une diminution du seuil de température. Avec une température modérée, et si vous êtes optimiste sur donc T modéré, c'est la sensibilité climatique. Donc, si vous êtes modérément pessimiste, mais que vous êtes optimiste sur les seuils de température et que vous dites que ça ne va pas se passer, même si la température globale augmente de 3 à 4 degrés, vous êtes au milieu. Si vous changez le taux d'actualisation, vous pouvez dire, eh bien, on diminue en 2030 vos émissions de carbone entre 6 et 8. Et si vous êtes très pessimiste sur les deux, cette valeur baissera de 16. Mais si vous changez le seuil de température, eh bien, les fourchettes sont beaucoup plus importantes, si bien que dans ce scénario, pas tous les scénarios, vous voyez qu'il y a les variations dans les seuils de température sont importantes. Ça va, j'ai encore largement assez de temps. Je vous remercie. Je vous donnerai plus d'explications sur ce sujet. Alors ici, même graphique avec... On est modéré sur la sensibilité climatique et pessimiste ou optimiste sur cette sensibilité. Vous pouvez voir que si cela augmente, le prix change beaucoup. Si vous êtes pessimiste sur les seuils de température, vous avez plus $18 ici. C'est bien que vous pouvez calculer la dérivée sur les deux axes et vous pouvez expliquer ce qui se passe. Cela signifie que si vous imaginez que ces tendances sont là, ce n'est pas le seul paramètre qui conduit à l'action. On n'a pas forcément besoin de paramètres bas pour agir, même si l'on a une image simplifiée. On n'a pas forcément besoin d'événements extrêmement catastrophiques ici non plus. Ici, ce que l'on a à imaginer, c'est X% du PIB, mais ce n'est pas catastrophique au bout du compte. Alors, une petite plaisanterie ici. Nous avons combiné l'ensemble des paramètres de plus de 1000 scénarios et nous avons essayé de découvrir s'il y avait des tendances. Je vais prendre 3 exemples. Les Churchillians en anglais, ce sont ceux qui veulent agir immédiatement.
ceux qui sont des teneurs d'une position dure conduisent à l'échec. Pour les panglossiens, ce sont des gens qui sont comme Allègre et qui disent il n'y a pas véritablement de danger. Mais ils nous donnent malgré tout des solutions peu onéreuses pour résoudre les problèmes. Et c'est quelque chose qui sera mis sur le site de la Banque mondiale dans quelques semaines. Vous pouvez identifier les rôles des parties prenantes autour de la table et leur point de vue ici. Maintenant, je reviens au scénario des coûts et des points de vue des panglossiens. J'ai essayé de voir, au-delà de ces tendances de catégories de personnes et de leurs priorités, si elles accepteraient d'agir, si elles ne tenaient pas compte de ces deux objectifs. J'ai utilisé ce qui a été publié par le GIEC il y a 3 ans. Je ne crois pas à 100% aux chiffres qui ont été publiés, mais je les ai pris parce qu'ils étaient à disposition. On a beaucoup de commentaires sur cet objectif, plus de cas, mais en tout cas, je l'ai pris. Si vous regardez la variation entre 0,10 et 2 et la part de dégâts non linéaires, donc le maximum, et si vous êtes optimiste, vous pouvez dire au-delà de ce seuil, je vais être à 0,10% maximum et 0,76 pour les pessimistes. Et, si vous êtes pessimiste sur les dégâts, vous agissez, ce qui n'est guère étonnant, même avec un taux de 2% d'actualisation, seules 21 personnes sur 144 de ce groupe vont agir. Et même dans le cas le plus péjorant, il y a encore 2% d'actualisation. Vous en avez encore sur les 144 qui vont agir. Cela suppose beaucoup de combinaisons. Dans ce monde, cela veut dire que tous les paramètres, donc décarbonisation initiale, doivent être pris en compte. Ce qui se passe en termes de taux de croissance. On explique que les répartitions des individus ne sont pas polarisées par le point de vue, par les dangers des dégâts. Il y a toute une palette de points de vue différents. J'ai tout le temps qu'il me faut pour terminer. Je vous remercie. Alors, qu'en est-il de l'économie politique? Il ne faut pas négliger d'autres paramètres comme l'inertie de la société, de l'économie et des répercussions que cela peut avoir en termes de développement. Et je voudrais faire un commentaire au sujet de quelque chose auquel je crois beaucoup. Le problème, c'est que les pays des économies émergentes construisent leurs infrastructures énergétiques maintenant, si bien que d'ici 20-30 ans, il sera peut-être trop tard d'agir. Avec l'inertie, c'est important, mais ils ont pris aussi des bifurcations dans leur choix. Cela porte sur la qualité des investissements actuellement consentis. Et c'est pour cela que je voulais conclure la session sur ce point en soulignant le problème de l'inertie des systèmes, parce que je ne vais pas critiquer les politiques de ces pays et les queues épaisses, mais n'oublions pas que la question qui se pose aujourd'hui est celle des voies de développement qui ont été choisies et des choix technologiques qui ont été opérés. Je ne suis pas forcément fier de l'ensemble des résultats de ce que nous avons produit pour la Banque mondiale, mais
il y a des moyens d'accéder au couloir de la valeur sociale du carbone parce qu'il y a des personnes qui voudraient que la valeur du carbone soit la même pour tous pour différentes raisons. Et nous avons pris les chiffres du GIEC nous montre qu'il faudra des projections plus réalistes que celles qui dérivent de la croissance équilibrée et des hypothèses, parce que ces chiffres conduisent à une sous-estimation des coûts de transition entre maintenant et 2050. Il faut intégrer le changement technique endogène et c'est là que l'on doit étudier l'opposition entre les courbes de coûts convexes et concaves que l'on a abordées ce matin. Et puis, ici, il y a 4 régions dans le monde qui sont toutes différentes. Il faut en tenir compte. Je vous remercie de votre attention.